Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le bilan humanitaire au Soudan est préoccupant. Plus d'un mois après le début des combats, un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire. L'ONU estime que 3 milliards de dollars sont nécessaires pour faire face à cette urgence. L'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo va prochainement conduire au déploiement d'une base temporaire de casques bleus dans le Nord Kivu à Bweremana, une nouvelle mission pour la MONUSCO dont le départ a fait une nouvelle fois l'objet d'une réévaluation. Et la Guinée équatoriale annonce la fin de l'épidémie de Marburg, virus cousin d'Ebola. Le cap des 21 jours sans nouvelle infection a été franchi. Il aura donc fallu 3 mois aux autorités sanitaires équato-guinéennes pour éradiquer ce virus mortel. Mais tout d'abord au Soudan, la rupture est officielle. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est chef de l'armée régulière, mais aussi chef du Conseil de souveraineté soudanais, a publié ce vendredi un décret constitutionnel limogeant son vice-président, le général Hemeti, avec qui il est en conflit armé depuis le 15 avril dernier. Malik Agar, membre du Conseil de souveraineté et chef du mouvement populaire, a été nommé pour le remplacer. Ce décret est entré en vigueur ce 19 mai. Cette décision intervient plus d'un mois après le début des affrontements violents entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide dans plusieurs régions du pays qui ont fait plus de 800 morts, près de 5000 blessés et des centaines de milliers de déplacés et réfugiés. Le bilan humanitaire du Soudan préoccupe le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Les combats n'ont pas cessé malgré l'accord humanitaire signé il y a plus d'une semaine par les deux parties. 3 milliards de dollars sont désormais nécessaires pour faire face à cette urgence humanitaire. Le point dans ce sujet de la rédaction. Après plus d'un mois de guerre, le bilan humanitaire est préoccupant au Soudan. Le conflit qui oppose l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, a déjà fait plus de 800 morts, près de 5000 blessés, environ 840 000 déplacés et 220 000 réfugiés depuis le 15 avril dernier. Dans cette lutte acharnée pour le pouvoir, les civils sont les premières victimes. Nous n'avons jamais rien vu de tel. La violence et les tirs, les balles et les débris entraient dans notre maison. Le sol tremblait et la maison tremblait. Un missile est tombé sur la maison de notre voisin. C'est ce qui nous a fait peur et nous avons senti que nous devions partir. Il n'y avait ni eau, ni électricité, ni lait pour nourrir mes enfants. Il n'y avait plus rien pour nous là-bas. Alors nous avons été forcés de partir. Toutes les trêves annoncées ont été violées. Les deux parties ne parviennent pas à s'accorder sur un cessez-le-feu et l'accord de principe sur l'ouverture de couloirs pour protéger les civils et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, signé dans la nuit du 11 au 12 mai, n'a pas été respecté. Frappes aériennes, explosions et tirs continuent de s'abattre sur Khartoum, une situation qui rend difficile l'action du programme alimentaire mondial. L'ONU estime que 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Soudan. Les gens quittent Khartoum parce qu'il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité. Il y a des niveaux d'insécurité très élevés. J'étais hier dans un centre d'accueil de réfugiés à la frontière où les gens ont marché pendant 4, 5 ou 6 jours depuis Khartoum. J'ai rencontré une femme, Rebecca. Elle est partie avec 21 enfants. Elle était assise dans ce centre d'accueil avec pratiquement rien, seulement ce qu'elle avait pu transporter. Elle ne savait pas vraiment ce qui allait suivre. Le PAM fournit des repas chauds. Le PAM continuera à soutenir les réfugiés au fur et à mesure de leur arrivée. Mais l'avenir est très sombre pour ces personnes. Il est sombre pour le Soudan et il est sombre pour la région. Avant la guerre, un Soudanais sur 3 dépendait déjà de l'aide humanitaire. En raison des combats, les besoins se sont accrus. Maintenant, plus d'un Soudanais sur 2 a besoin d'aide humanitaire. L'ONU estime que 3 milliards de dollars sont désormais nécessaires. Les combats à Khartoum se poursuivent, les discussions à Djeddah aussi. Également dans l'actualité au Burkina Faso, la province de Koulpé-Logo, dans le centre-est du pays, frontalière du Ghana et du Togo, a été le théâtre de 2 attaques entre le 15 et le 17 mai.
Des djihadistes présumés ont mené des incursions dans les villages de Kaongo et de Bilgim-Douré, faisant au total une vingtaine de morts civiles, dont des femmes et des enfants. Rappelons que depuis plusieurs mois, un couvre-feu est en vigueur dans cette province car elle est la cible d'attaques terroristes récurrentes malgré les opérations menées par l'armée et ses supplétifs civils. En avril dernier, au moins 24 personnes, dont 20 VDP volontaires pour la défense de la patrie, avaient été tuées lors de 2 attaques djihadistes présumées dans cette même région du centre-est. La fragilité de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, doit conduire au déploiement d'une base temporaire de casques bleus à Bweremana. Cette mission de protection des civils ne dissipe pas pour autant l'hostilité des populations envers la MONUSCO, présente depuis 1999, que certains jugent peu efficace. Son départ a d'ailleurs fait l'objet d'une réévaluation, un sujet de Kamesh Katapoulé. En République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, poursuit ses opérations de lutte contre les groupes armés. À Bweremana, village du territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu à l'est, la mission onusienne a lancé une opération d'évaluation et d'engagement. Une base temporaire devrait bientôt y être installée après un compromis trouvé avec les acteurs locaux. Parallèlement en Ituri, province toujours placée sous état de siège, les soldats de la MONUSCO ont été déployés pour protéger les habitants de la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. Au cours de ces derniers jours, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, a répondu aux alertes sur la présence de membres de la Codeco dans plusieurs villages du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Les casques bleus de l'ONU ont été immédiatement déployés dans les zones, incitant les assaillants à fuir les lieux. Entre-temps, les soldats de la paix poursuivent leurs engagements auprès des communautés autour de Djougou, notamment les déplacés internes, et ce en vue de renforcer les mécanismes de protection et d'alerte précoce. Présente sur le territoire congolais depuis 1999, la MONUSCO, autrefois appelée MONUC, est au centre des critiques. Une partie de la population la juge inefficace compte tenu de l'insécurité qui persiste dans l'Est. Face à un sentiment anti-MONUSCO grandissant, les autorités congolaises avaient signé en 2021 un plan de transition pour le départ échelonné de la mission onusienne du pays. Un plan qui a fait l'objet d'une réévaluation ce 18 mai entre le gouvernement et la chef de la mission onusienne. Nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication puisse désormais être harmonisée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et aussi les Nations Unies et la MONUSCO en particulier. Il y avait un deuxième élément qui a fait l'objet de nos échanges, c'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé qu'on regarde, au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, quelle va être la reconfiguration de la MONUSCO et aussi la présence des Nations Unies en République démocratique du Congo. Conformément au plan de transition, le départ de la MONUSCO devrait se faire d'ici 2024, une mission dont le budget annuel est estimé à 1 milliard de dollars. En Guinée, beaucoup de décisions prises ces derniers temps par la justice interrogent. C'est justement pour apporter des réponses que le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles Wright, était face à la presse le 17 mai. Il est notamment revenu sur les dessous de l'organisation du procès des massacres du 28 septembre 2009, qui a déjà mobilisé 4 millions de dollars depuis son ouverture en septembre dernier. Les précisions de Mamadou Mouktar Souaré. Premier sujet abordé lors de la conférence de presse du ministre de la Justice de Guinée, Charles Wright, le 17 mai, le procès des massacres du 28 septembre qui a vu la comparution de nombreuses personnalités dont l'ancien président Moussa Dadis Camara. Le ministre révèle que l'État guinéen n'a enregistré aucune aide de la part des partenaires techniques et financiers, situation qu'il trouve regrettable. Contrairement à ce que beaucoup soutiennent, je tenais à faire cette précision pour que ça soit compris désormais
que le procès du 28 septembre se fait sous la base de l'effort interne de la Guinée. Qu'est-ce qui a fait que les partenaires, jusque-là, n'ont pas manifesté la volonté d'assister financièrement la Guinée? Par rapport à ça, nous aurons 2 mois à dire. Il y avait eu à l'époque beaucoup de rendez-vous ratés. Chaque fois qu'il était question de fixer la date du procès, la communauté internationale était toujours dessus parce que, quelque part, on disait toujours non, le procès est reporté. Côté libération des 3 membres du mouvement du FNDC dissous, le ministre assure avoir pris la décision dans le but d'apaiser la situation, ce sous la pression des leaders religieux qui mènent la médiation entre les acteurs des forces vives de Guinée et le gouvernement de la transition. On va consulter. Les gens sont en prison. Vous avez dit qu'ils vont être libres pour une question d'apaisement. On ferme l'œil sous l'abeille pour la paix. Le ministre dit qu'on ne peut pas faire unir les religieux. Moi, je fais ça pour vous, vous dites que vous ne sortez pas. Quand ramène-moi mon ordre de mise en liberté. Ils ont dit non, attends, on se consulte. 3 minutes, puis il a dit on décide de sortir. À noter par ailleurs, le ministre Charles Wright a condamné les violences que se livrent les jeunes dans les quartiers frondeurs de Conakry et promet de prendre ses responsabilités. Notons que c'est dans ce contexte tendu de contestation politique que les associations de presse guinéennes ont accusé le 18 mai la junte au pouvoir de censure suite à la restriction et au blocage de l'accès à des sites d'information et des réseaux sociaux. De son côté, la junte dément toute implication dans les actuels dysfonctionnements d'Internet. C'est une initiative de plus pour encourager le développement du potentiel agricole de l'Afrique. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé le 16 mai une dotation budgétaire de 11,70 millions de dollars pour faciliter l'accès aux engrais des producteurs agricoles africains en 2023. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Cette subvention de 11,7 millions de dollars de la BAD vise à améliorer l'accès des petits exploitants agricoles aux intrants et aux services de conseil par le biais de projets de garantie de prêts et de la Facilité africaine de financement du développement. La MAFDE envisage d'étendre sa capacité de production d'engrais et celle des distributeurs de ressources. L'objectif, assurer une bonne utilisation des engrais, augmenter la productivité agricole et améliorer l'état des sols. Et donc pour moi aujourd'hui, le renchissement du budget 2023 du mécanisme africain de financement et de développement des intrants vient, on va dire, apporter une bouffée d'oxygène aux différentes politiques nationales ou aux différents projets dans le cadre de l'amélioration de la productivité. Ce fonds va permettre de pouvoir financer ou de pouvoir subventionner, selon les différents pays, l'accès aux intrants pour les producteurs. Cette année, le mécanisme poursuivra la mise en œuvre de 3 projets de garantie de crédit commercial totalisant 8,3 millions de dollars. Il s'agit de 2 projets de 2 millions de dollars en Côte d'Ivoire et au Ghana et d'un projet de 4,3 millions de dollars au Zimbabwe. Au niveau de ce fonds-là, il y a déjà des projets qui vont être mis en place. Côte d'Ivoire, au Ghana, en Tanzanie, en Namibie. Et donc dans ces différents pays-là, ce fonds viendra aider les États à pouvoir faciliter et améliorer l'accès aux producteurs à des intrants de qualité. Donc ce qui aura un impact significatif sur l'amélioration des productivités, également sur les productions. Les actions du mécanisme africain de financement du développement des engrais en Afrique sont d'une importance cruciale en Afrique pour faire face à la crise alimentaire et aux diverses menaces de la sécurité alimentaire posées par la guerre de la Russie avec l'Ukraine, le changement climatique, les conflits et les épidémies et maladies. 3 mois après avoir signalé sa première épidémie de virus de Marburg, la Guinée équatoriale a annoncé le 15 mai la fin de celle-ci. Après 21 jours sans nouvelle infection, les autorités ont annoncé l'éradication de cette maladie hautement infectieuse qui fait partie de la même famille de virus qui cause Ebola. Les explications de Marie-Raphaël Antolo.
Le 15 mai 2023, la Guinée équatoriale a officiellement déclaré la fin de l'épidémie du virus de Marburg sur l'étendue de son territoire. Cette annonce est faite par le vice-président de la République, Nguema Obiang-Mangué, en tant que président du comité politique des urgences sanitaires, vient apaiser les populations plongées dans l'inquiétude depuis la survenue de cette épidémie. Après qu'aucune infection n'ait été enregistrée du virus Marburg pendant les 21 jours stipulés par l'OMS, et après le magnifique travail et les résultats obtenus dans la lutte et l'endiguement de ce virus, j'ai déclaré la fin du virus Marburg en Guinée équatoriale. Le 7 février 2023, le ministère de la Santé et de la Protection sociale de la Guinée équatoriale avait signalé le décès de plusieurs personnes chez qui une fièvre hémorragique avait été suspectée. L'autorité avait alors signalé au moins 8 décès survenus entre le 7 janvier et le 7 février 2023 dans 2 villages situés dans le district de Sok-Nsomo de la province orientale de Kintem, dans la région de Riomuni. Le 25 février 2023, la Guinée équatoriale avait notifié 8 cas supplémentaires confirmés en laboratoire de maladies à virus Marburg. Le monde actuellement, c'est un village planétaire. Il y a beaucoup de circulation entre les différents pays et cette circulation peut faire en sorte que des personnes atteintes de ces maladies infectieuses peuvent facilement se retrouver dans d'autres pays. N'oublions pas qu'actuellement en Afrique, on a eu des cas de Marburg tels qu'en Tanzanie et aussi au Ghana. Ce sont des pays qui communiquent avec la Guinée équatoriale et donc facilement on peut se retrouver en train d'avoir cette pathologie. Soulignant que cette annonce a été faite après qu'aucune infection de virus de Marburg n'a été enregistrée pendant les 21 jours conformément au protocole de surveillance de l'OMS. À ce jour, depuis le déclenchement de l'alerte le 13 février, 17 cas ont été recensés, 12 décès, 4 guéris et un inconnu selon l'Organisation mondiale de la santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.